Bonjour à tous, merci de votre patience. Bon, je pense que les uns et les autres vont arriver au fur et à mesure. Euh, En tout cas, on va commencer cette session pour pas perdre trop de temps. Donc, je voudrais vous remercier chacun pour votre présence à ce webinaire qui est consacré à la thématique le numérique au service d'une agriculture à grande échelle, le rôle des systèmes interopérables et réutilisables. Alors, cette rencontre inaugure une série de webinaires qui vont être consacrés à la transformation numérique de l'agriculture et aux conditions nécessaires pour permettre aux innovations existantes de dépasser le stade de projet pilote et de produire un impact durable à grande échelle. Donc, avant de laisser notre modérateur Rocky Abdul poursuivre et vous en dire plus, permettez-moi de partager quelques petites informations logistiques concernant la session. Alors, comme vous pouvez le constater, vos micros sont désactivés, et ceci pendant toute la durée de la session, mais vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de l'échange dans le chat, et moi je vais les récupérer et nous les sélectionnerons à la fin et nous les poserons à la fin. Nous essaierons d'en répondre à un maximum d'ici la fin de la session. Je voulais également vous dire que ce webinaire est enregistré, donc l'enregistrement vous sera transmis par courriel en début de semaine prochaine. Et enfin, à la fin du webinaire, vous allez voir apparaître un court sondage très court, 5-6 questions sur vos écrans. Donc si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, ça serait super parce que comme ça, voilà, ça nous permettra d'améliorer les sessions suivantes. Très rapidement, Rocky, avant de te laisser la parole, je voudrais juste, pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui, présenter un tout petit peu MSC, ou Microsafe Consulting, qui est un cabinet de conseil international qui accompagne les gouvernements, les institutions publiques, les bailleurs de fonds, les institutions financières, les entreprises et les acteurs de développement dans la conception et la mise en œuvre de solutions favorisant une inclusion financière, sociale et économique durable. Donc on existe depuis quelques années. En effet, depuis 27 ans, on a accompagné plus de 600 organisations dans environ 70 pays, notamment en Asie et en Afrique, à travers notre équipe qui est composée de 450 experts qui sont répartis un petit peu partout à travers le monde. Et nous réalisons des recherches et des analyses fondées sur les données du terrain. On fournit des conseils, des services de conseil techniques, d'évaluation, de renforcement de capacité et d'accompagnement à la mise en œuvre. Donc, nos différentes interventions depuis une vingtaine d'années ont contribué au développement de politiques publiques, de cadres réglementaires, de services financiers et sociaux inclusifs, ainsi qu'au renforcement des infrastructures et des écosystèmes numériques. Donc, à ce jour, on peut dire qu'environ il y a on estime que 3,7 milliards de personnes ont bénéficié directement ou directement de notre accompagnement à travers le monde. Je vais pas en dire trop, je vais vous mettre le lien de notre site internet, mais je vous invite à nous contacter directement ou à visiter nos sites internet que je vais noter dans le chat si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités. Merci pour votre temps, merci pour votre écoute. J'espère que vous ressortirez enrichi de cette session avec notre modérateur et nos panélistes de qualité. Et je laisse la parole à Rocky pour la suite. Je vous souhaite une très bonne session à tous. Merci beaucoup, Rebecca. Je veux juste me rassurer que voilà, vous me voyez très bien. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je suis très ravi d'être le modérateur de cette session. Alors, au nom de Microserve Consulting, j'ai le plaisir aujourd'hui de souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce webinaire. Je suis Rocky Abdul, consultant Microserve Consulting. Et aujourd'hui, nous savons que l'agriculture est le pilier de nombreuses économies africaines. Elle assure les moyens de subsistance, elle stimule la croissance économique, elle renforce aussi la sécurité alimentaire et fournit des emplois à des millions de personnes à travers le continent africain. Aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup de gouvernements, les partenaires de développement, les agences de développement et les secteurs privés, tout le monde continue d'investir de ressources considérables pour la transformation de ces secteurs agricoles. Et au fil des années, nous avons vu que la technologie est devenue un catalyseur essentiel de cette transformation.
Aujourd'hui, nous assistons à des investissements dans les secteurs de conseil numérique, les plateformes digitales, que ce soit les plateformes de marché ou des plateformes de rencontre entre les différents acteurs de l'écosystème agricole. Il y a des services financiers numériques et de nombreuses autres innovations dans ces secteurs. Alors, ces investissements ont démontré qu'il est possible aujourd'hui de réaliser beaucoup de choses avec la technologie dans l'agriculture. Mais malgré ces progrès, il y a quand même un défi qui persiste dans de nombreux pays. Et nous avons remarqué que ces solutions fonctionnent souvent de manière isolée. Les données qui sont précieuses restent fragmentées, les services numériques ne sont pas toujours interconnectés, les institutions travaillent de manière indépendante et les innovations aussi peinent à s'étendre au-delà des programmes ou de projets qui sont tenus par certains acteurs dans l'écosystème. En conséquence, nous voyons que dans l'écosystème lui-même ne tire pas pleinement parti du potentiel de la transformation numérique dans l'agriculture. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces débats qui prend toute son importance. Il s'agit aujourd'hui de repenser notre approche de la transformation numérique, non pas seulement en créant davantage des systèmes autonomes, mais en renforçant aussi des solutions numériques partagées qui vont permettre au gouvernement, aux partenaires, aux différents acteurs de l'écosystème de fonctionner dans un ensemble au sein d'un écosystème beaucoup plus élargi. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est donc cette occasion d'explorer comment nous pouvons évoluer vers des écosystèmes agricoles connectés, évolutifs, durables et qui, à terme, vont créer davantage de la valeur pour les agriculteurs. Alors, pour nous aider à explorer ces questions, nous allons accueillir un panel exceptionnel qui représente ici différentes perspectives au sein de l'écosystème, qu'il s'agisse de l'investissement, de politique, de mise en œuvre ou de l'agriculture numérique. Ensemble, nous allons discuter de ce qu'il faudra pour que l'agriculture numérique fonctionne véritablement à grande échelle. Merci à tous de vous rejoindre à nous et moi-même, j'ai hâte même de participer à cette discussion que je trouve qui sera riche et passionnante. Alors, pour commencer, je vais demander à ce que nos panélistes puissent s'introduire et je vais commencer avec Madame Ndeye Ami. Madame Ndeye. Oui, merci. Merci, Monsieur Abdou. Alors, moi, je suis Ndeye Kébé, directrice générale et fondatrice de Jokalante. Nous travaillons depuis 2016 à faciliter l'accès à l'information agricole, le conseil agricole, mais aussi tout ce qui est amélioration des prises de décision pour plus de chaînes de valeur résilientes et finançables. Et aujourd'hui, notre problématique avec notre plateforme Flow Agri, c'est comment rendre la donnée producteur beaucoup plus interopérable, qui sert non seulement les producteurs et les coopératives, mais qui sert aussi les autres acteurs de la chaîne de valeur afin d'apporter beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus d'engagement des producteurs à partir de données fiables utilisable par les services publics avec des partenariats publics-privés, mais aussi utilisable avec le service privé qui peuvent donner beaucoup plus de ressources, mais améliorer les services au niveau des producteurs. Nous sommes fiers aujourd'hui de participer à ce panel et sommes impatients par les échanges autour des systèmes réutilisables et interopérables autour du numérique pour l'agriculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Day. Et directement, nous prenons Aman. Oui, bonjour. Et une fois encore, je voudrais remercier Microsoft Consulting de nous avoir associés à ce panel. Donc, je suis Maman Ouattara, responsable technique des opérations sur le projet de développement des chaînes de valeur vivrières, qui est un projet du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières et qui est financé par la Banque mondiale. Donc, dans le cadre de ce projet, au-delà de ce projet, j'ai quand même une petite expertise d'environ 15 ans sur la gestion des projets, mais des projets du domaine de l'environnement et aussi de l'agriculture. Donc voici brièvement et aussi peut-être, bon, ou question de formation, ingénieur agroéconomiste de formation
et titulaire d'un master spécialisé en innovation politique pour une alimentation durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maman, et merci pour votre humilité aussi. Alors, oui, nous allons prendre Christian. Christian, est-ce que vous êtes là? Alors, si Oui, Christian, vous êtes là. alors oui, merci beaucoup. Je suis Christian Elundou, je suis coordonnateur du projet DigiGreen Agri de la GIZ Côte d'Ivoire. Je suis plus orienté sur les questions de chaîne de valeur, transformation numérique, finance agricole, avec plus de 15 ans d'expérience dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, principalement Afrique du Centre et Afrique de l'Ouest. J'ai beaucoup travaillé dans l'écosystème avec des startups, dans l'agritech et développement des solutions pour la productivité et l'accès au marché. En termes de formation, j'ai un PhD en développement rural intégré et un master en banque et finance. Je suis à la base ingénieur agronome. Donc, pour ce webinaire, je compte apporter ma double expérience en tant qu'agence de mise en œuvre, mais aussi accompagnateur des startups, acteur principal de l'écosystème pour ce webinaire. Et voilà. Donc, comme j'aime bien le dire, peut-être le dire au début, c'est la GIZ est une entreprise fédérale allemande qui n'est pas un bailleur de fonds, mais plutôt une agence de mise en œuvre. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Et euh, nous allons prendre Monsieur Kader. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Dr Abdou Kader Touré. Je suis conseiller technique aussi au sein de la GIZ pour un projet global qui intervient au niveau international. Je suis aussi expert IA données et une transition et j'adresse aussi les questions sur le DPI, l'infrastructure publique numérique. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager les acquis que nous avons eus sur la Casagri, qui est la première data space qui a été mise en place en Afrique. Et c'est une innovation de taille qui porte plus sur la co-création, l'innovation et la connexion sur les données agricoles, mais aussi la création de marchés et surtout la création de valeurs centrées sur les citoyens. Donc, je vous remercie aussi, MSC, de nous avoir associés à ce panel-là qui est très important et qui permettra à tout un chacun de pouvoir connaître les acquis, les expériences que nous avons eues et surtout aussi de les encourager à être dans cette dynamique d'innovation, mais aussi d'interopérabilité et de scalabilité au niveau de ces cas d'usage-là qui sont très importants. Merci. Merci beaucoup, Dr Kader. Alors, le numérique au service d'une agriculture à grande échelle, le rôle des systèmes réutilisables et interopérables. Sans pour autant tarder, nous allons rapidement entrer dans notre panel. Nous avons notre panel très bien constitué et nous allons commencer par la première thématique de ce panel qui va porter sur les défis de passage à l'échelle de l'agriculture numérique pour poser les bases. Et je m'en vais directement inviter ici, Christian. On voulait savoir aujourd'hui, comme vous avez dit que la GIZ est un partenaire d'implémentation, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les investisseurs dans l'agriculture numérique restent-ils encore souvent fragmentés et concentrés sur des projets pilotes et insuffisamment reliés aux stratégies nationales? Merci pour la question qui est assez essentielle. Ce qu'il faudrait dire d'emblée, c'est que la fragmentation des investissements ne provient pas principalement d'un manque d'innovation. Ça, il faut le dire. Il y a plusieurs innovations. Elles résultent, pour moi, je dirais, elles résultent principalement d'une absence de coordination entre les investissements. Pendant longtemps, chaque projet, chaque structure, chaque bailleur, chaque agence d'investissement développait sa propre plateforme numérique, propre base de données, ses propres outils numériques. Ces solutions fonctionnent aujourd'hui très bien, mais individuellement. Et c'est peut-être là où le problème se pose. Mais elles restent difficilement connectables, tous ces éléments fragmentés. Le résultat qu'on a, c'est quoi? C'est une duplication des investissements, c'est la multiplication des coûts, c'est la faible réutilisation
et la difficulté pour les agriculteurs d'utiliser plusieurs de ces services. Mais, autre élément, euh, comment structurer les financements? Comment allier tous ces éléments? Peut-être nous reviendrons sur ces éléments après, s'il y a des relances. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur Christian. Mais aujourd'hui, quels sont les choix de financement ou de conception de ce programme qui peuvent même involontairement entretenir cette fragmentation? Alors, pour ce qui est des choix, il faut regarder un élément clé. L'élément clé serait de regarder principalement la pertinence des modèles économiques. Il faut un modèle qui peut se dupliquer, qui peut se mettre en échelle, qui peut avoir un continuum, une continuation de ce qui a déjà été fait. Prenons un exemple simple. Un projet qui met en place une base de données des producteurs d'anacards, de noix de cajou, de cacao, de café, à Yamoussoukro, à San Pedro à Douala, à Yaoundé, je ne sais pas trop où, devrait, à la fin de sa mise en œuvre, laisser les bases pour qu'un autre projet, une autre base de données ou un autre élément puisse venir s'imbriquer ou puisse l'utiliser à d'autres fins. Mais ce n'est pas d'avoir les investissements pour venir faire la même chose. Autre élément, ce sont les besoins réels des producteurs. Pour éviter de fragmenter, il faut avoir les besoins réels. C'est-à-dire, à chaque investisseur se concentrera sur un besoin spécifique et continuera sur le besoin qui a déjà été pris en branle par un autre investisseur. Troisième élément, c'est la capacité d'intégration avec d'autres acteurs. Comme je disais tantôt, c'est que Microsafe a un cahier de charges, a une logique, a une orientation. GIZ, en tant qu'agence de mise en œuvre du BMZ principalement, a aussi un cahier de charges. Donc, il faudrait une capacité d'intégrer tous les acteurs qui sont dans l'écosystème pour ce qui est du financement et de la digitalisation. Quatrième élément et dernier, ce sont les partenariats possibles. Ça veut dire mettre en place ces éléments d'investissement en pensant aux partenariats qu'un acteur de l'écosystème agricole et numérique pourrait avoir et préparer cela à cette possibilité de partenariat. C'est ce que je pourrais dire pour un début. Merci beaucoup, cher Christian. Et rapidement, je me tourne vers Maman. Oui, Maman, du point de vue d'un programme public, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans la zone, quels sont les obstacles politiques, institutionnels ou de gouvernance qui freinent réellement ce passage de projets numériques agricoles isolés vers un écosystème national qui est coordonné? Ok. En tout cas, bon, merci beaucoup, Monsieur Rocky. Donc, je vais commencer d'abord par bon, une bonne nouvelle parce que bon, il est quand même rare et cela permettra d'éclairer vraiment bon, tout le reste. Donc, nous avons une plateforme que nous avons mis en place qui se nomme aujourd'hui eAgri, mais qui n'a pas été créée par mon projet. Ouais. Donc, elle a été conçue dans le cadre d'un autre projet, mais financé par le même bailleur de fonds, la Banque mondiale, principalement le projet PSNDA. Donc, cette plateforme portée par le ministère de l'économie numérique, aujourd'hui a été transférée au ministère de l'Agriculture. Le PDCDV, le projet sur lequel je suis, a repris la main. Ouais. Donc, cette reprise de la main, nous n'avons pas construit de nouvelles plateformes, mais seulement nous avons hérité d'une plateforme et nous l'avons fait vivre. Ouais. Donc, je dis ça parce que c'est exactement ce que recherche un peu ce webinaire et parce que aussi on a pu aujourd'hui avec ce que nous avons pu faire tirer quelques leçons. Et pour en venir peut-être à votre question, les obstacles, comme le disait tout à l'heure votre Christian, il y a le premier, c'est que la plateforme n'a pas de personnalité budgétaire propre. Vous voyez. Nous voulons dire cela, bon, c'est-à-dire quand vous regardez dans l'actif peut-être du numérique au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'existe pas véritablement un budget pour pouvoir le faire. Ouais. Mais les lignes quand même prennent en compte un certain nombre d'activités. Et on finance très bien la conception, le développement, l'enrôlement, la formation, mais on ne finance pas l'hébergement. Ouais. Ni l'hébergement, ni la maintenance,
et même l'évolution en termes réglementaires n'est pas financée. Ça, en réalité, ce sont des charges qui sont modestes, mais voici déjà un premier point qui fait que il y a lieu de regarder aussi ce côté. Donc, peut-être pour distraire un peu, on sait bien financer la construction, mais on ne sait pas financer l'entretien. Et ça, c'est un élément fondamental. Le deuxième élément, c'est que lorsque vous le faites, il y a une ambiguïté qui persiste au niveau de la tutelle. Qui a la tutelle qui porte l'activité? Vous avez vu, nous, on est passé du ministère de l'économie numérique au ministère de l'agriculture. Ouais. Mais en, en réalité, est-ce qu'au sein du ministère de l'Agriculture, c'est une direction centrale qui le porte ou bien c'est une autre direction qui le porte? Ça, on ne sait pas. Pour le moment, c'est le projet qui le supporte. Donc là également, il y a quand même un effort à faire pour savoir exactement qui est le maître d'ouvrage permanent de l'infrastructure qu'on veut mettre en place ou bien de la plateforme qu'on veut mettre en place. Donc, peut-être troisième élément, et puis pour finir, on a aussi euh, la commande publique achète un livrable, pas un service. Ouais. Alors, quand je dis ça, par exemple, dire, si nous n'avons pas des données qui sont bien, bien calibrées, on risque d'acheter juste un livrable. Voici la bonne plateforme qui est disponible. Mais après, quel est le service? Est-ce que ce service est périn? Est-ce que ce service n'est pas périn? Il y a des choses quand même à regarder et c'est vraiment une asymétrie qu'il faut arriver à corriger au niveau de notre environnement. Il y a d'autres dont on pourrait parler rapidement. Par exemple aussi l'identité, l'absence d'identité pivot des acteurs agricoles. Ouais, ça sont des éléments, rapidement, je passe là-dessus, mais peut-être dans le développement, on pourra revenir là-dessus. Et puis aussi, il faut être honnête de le dire, chaque transfert coûte de l'argent. Ouais. Parce que on a transféré du ministère de l'économie numérique au ministère de l'Agriculture, ça coûte de l'argent, mais ce qui serait l'idéal, c'est de regarder vraiment un modèle qui repose sur vraiment des transferts successifs qui payent, mais à chaque fois, il faut bien regarder le cycle. Donc, voici un peu les différents obstacles qui font que on n'arrive pas véritablement à avoir un système qui soit interconnecté. Merci beaucoup, Maman. Juste Dr Kader, avant que je ne vienne vers vous, je voulais juste rappeler à tous les participants, si vous avez une question, n'hésitez pas de la déposer rapidement dans la boîte chat. Comme ça, notre collègue Rebecca pourra toujours les sélectionner quand nous allons arriver à l'étape des questions, à la séance des questions-réponses. Ça sera facile de les prendre rapidement pour qu'on puisse apporter des éléments d'éclaircissement. Alors, merci beaucoup, Maman, pour ces bases que vous venez de poser. Je me tourne rapidement vers Dr Kader. Oui, aujourd'hui, du point de vue des entreprises agroalimentaires, bien sûr, des agtech, des prestataires de services et des producteurs ou des productrices, quelles sont les principales lacunes ou des solutions qui sont actuelles ou qui existent d'agriculture numérique? Ici, on parle de ce que c'est l'adoption, les modèles économiques, la qualité. Quelles sont les lacunes aujourd'hui qu'ils rencontrent? Voilà, merci beaucoup, Rocky. Je pense que quand on regarde les initiatives d'agriculture numérique existantes, que ce soit du côté des entreprises agroalimentaires, des agtech, des prestataires ou des producteurs, on retrouve 4 lacunes qui reviennent systématiquement et qui se renforcent malheureusement entre elles. La première, c'est la qualité et l'interopérabilité des données. Les formats sont hétérogènes. Les données sont souvent incomplètes ou peu fiables, ce qui réduit fortement la valeur qu'on peut en tirer même quand la donnée existe, elle n'est pas exploitable. La deuxième, c'est un modèle économique qui est incertain. Je pense que mon collègue M. Ouattara est venu sur ça. Il est très difficile de définir des mécanismes clairs de partage de la valeur entre les parties prenantes. Comment on peut faire en sorte de créer de la valeur? Comment mettre en place un dispositif où, quand le projet, par exemple, qui a accompagné se retire,
pouvoir assurer la durabilité de ce projet-là. Pour un acteur ou un prestataire, cela veut dire qu'il est difficile de monétiser un service. Pour un producteur, cela veut dire qu'il ne voit aucun retour concret à partager ses données. La troisième, c'est un problème de confiance et de gouvernance. Nous devons cultiver ce qu'on appelle le data trust. Comment on peut faire en sorte de pouvoir partager ces données, de montrer la valeur sur la création de ces données-là, sur la création aussi à travers des services qui permettraient de pouvoir montrer un peu comment renforcer cette volonté de partager ces données. Beaucoup d'acteurs restent réticents à partager leurs données par crainte d'un usage, soit non utilisé ou d'une perte de contrôle. Donc, une entreprise agroalimentaire craint que ses concurrents, par exemple, accèdent à des données sensibles. Un producteur aussi craint d'être exploité sans contrepartie. Et la quatrième, c'est un manque de standards techniques communs, c'est-à-dire sans interopérabilité. Chaque solution reste une île. Un AgTech développe un outil qui ne peut pas se connecter à un marché, à une banque ou à une autre plateforme de service. Le résultat, c'est un cercle donc vicieux, peu partageable, des données de mauvaise qualité, peu de valeurs qui sont créées, peu d'adoption, notamment chez les agriculteurs eux-mêmes, pour qui les outils restent souvent mal adaptés à leur réalité de terrain. Donc, c'est précisément ce diagnostic qui a motivé la construction de la CASAC. Merci beaucoup, docteur Kader. J'apprécie beaucoup votre insistance sur les données. Et directement, cela me pousse, Madame D, je ne vous ai pas oublié, je me tourne directement vers vous. Aujourd'hui, dans les services de conseil agricole et de communication avec les producteurs, quelles sont les difficultés d'accès aux données et de coordination qui limitent le plus souvent la qualité des services et les passages à l'essai? Parce que il y a Dr Kader qui vient de parler des données. Effectivement. Pour nous, dans notre expérience de dissémination d'informations, il y a toutes ces difficultés que les autres participants ont citées, les autres panélistes ont citées d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a d'abord le coût de cette donnée. Il faut acquérir cette donnée. Donc, lorsqu'on parle de production, on parle du monde rural. Il y a des coûts de déplacement, il y a des coûts de localisation de ce producteur et le coût d'acquisition de cette donnée. Donc, imaginez plusieurs partenaires, plusieurs bailleurs, chacun avec ses types de données, chacune avec ses spécificités par rapport à ses projets et par rapport à ses indicateurs. Donc, il y a cette disparité et ce manque d'hétérogénéité, je ne sais pas comment le dire en meilleur mot, sur la donnée et qui rend l'impossibilité d'avoir déjà une base de la donnée qui est interopérable, commun, mais avec des spécificités par projet, mais au moins on s'accorde sur des données standards autour du producteur, autour de chaque acteur qui est accessible et structuré. Ça manque. Ça manque non seulement au niveau du secteur public, mais le secteur privé avec tout cet environnement de concurrence, de manque de valorisation de la donnée, qui a investi pour aller sur le terrain pour acquérir cette donnée, qui nécessite des mises à jour, qui nécessite un suivi. Il y a encore du travail à faire sur cet aspect-là. Donc, la première chose, c'est la fragmentation de ces données-là, mais aussi le manque de données structurées au niveau du secteur public, que le secteur privé peut au moins valoriser encore beaucoup plus pour que chaque partenaire puisse en bénéficier. Pour nous aussi, il y a un autre aspect. Lorsqu'on parle de dissémination et de communication envers les producteurs, on parle de canaux. Donc, il y a tout ce qui est canal voix, il y a tout ce qui est canal SMS, il y a tout ce qui est canal WhatsApp. Et maintenant, avec l'assistant IA que nous avons mis sur le marché, il y a aussi ce que nous donne l'information sur l'IA. Donc, cette multitude de canaux qui prend en charge l'inclusivité par rapport aux besoins du producteur, par rapport à ses préférences en termes de communication et d'interaction pour mieux l'engager autour des services agricoles. Il y a qu'est-ce que nous apprend chaque canal et comment on utilise les données
de façon agrégée pour que chaque canal puisse être une leçon pour améliorer encore ses services. Et c'est ça, actuellement, en termes d'implication, que nous essayons de résoudre pour que la donnée déjà soit interopérable au niveau de chaque acteur. Donc, avec le digital, la plateforme, actuellement, il est impossible, par exemple, pour qu'un même producteur soit enregistré plusieurs fois. Nous avons mis en place un code QR qui permet de tracer chaque producteur, mais ça va plus loin, c'est-à-dire que nous avons besoin des services publics. Nous avons besoin de pouvoir tracer chaque interaction du producteur au niveau de chaque service. Pour l'instant, ce manque d'information est là. Je donne juste un exemple. Même si nous avons les données de communication, nous n'avons pas forcément à temps réel les prix du marché pour ce producteur-là et son engagement par rapport à ça. Nous n'avons pas l'information autour de la disponibilité des intrants par rapport aux besoins du producteur. Ça encore, ça reste un gap. Et tout cela, nous avons besoin maintenant d'une passerelle entre le privé, le secteur privé et le secteur public pour arriver à quelque chose de durable et travailler autour de modèles économiques où le public a toutes les informations dont il a besoin et le privé peut se voir aussi autour des services et de la valorisation de tout cela. Merci. Merci beaucoup, Madame Day. Oui, je dirais que pour cette première partie de notre discussion qui porte sur les défis, on a compris que les blocages ne viennent pas seulement de la technologie, mais qui tiennent vraiment à la manière dont les programmes, les projets sont financés, coordonnés et intégrés aux systèmes nationaux qui existent déjà. Et maintenant, nous allons discuter de voir comment orienter maintenant les investissements, les actions, les projets, les programmes vers des fondations communes. Et là, rapidement, je vais me tourner vers Maman pour dire aujourd'hui, quelles sont les politiques, les normes ou les mécanismes de gouvernance que les gouvernements doivent mettre en place pour que les systèmes d'agriculture numérique puissent être partagés, connectés et réutilisés avec tous les acteurs de l'écosystème. Très bien. Bon, merci beaucoup. Non, bon, aujourd'hui, je pense que voici, je prends le cadre précisément de ce que fait le ministère de l'Agriculture, c'est que la stratégie aujourd'hui, c'est que tout projet qui a dans ses différentes composantes une composante e-agriculture s'intègre directement à une plateforme. Et cette plateforme, c'est celle qu'on a aujourd'hui, e-agri, comme je l'ai dit, qui nous a été cédée par le ministère de l'économie numérique depuis 2023 d'ailleurs. Donc, au lieu de développer sa propre solution, chaque projet devrait quand même s'intégrer. Et c'est ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture est en train de faire. Ouais, tous les projets aujourd'hui qui arrivent, que ce soit des projets des différents bailleurs, que ce soit la BAD, que ce soit d'autres bailleurs, ces projets, toutes les composantes e-agri sont greffées directement à l'e-agri que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment la bataille. Et c'est en train de devenir vraiment la règle d'instruction au niveau des projets. Ouais. Donc, ça permet de supprimer vraiment la duplication des sources. On a une source commune et au moment où on décide, c'est que dans la conception du projet déjà, il faut pouvoir l'intégrer pour dire, on a une plateforme qui existe déjà, aller vers cette plateforme. Le deuxième niveau que ça permet de faire, elle donne à la plateforme du volume. Ouais. Parce que les utilisateurs ne font que entrer. Si vous prenez l'historique qu'on a de la plateforme Agrisort du PSNDA, on était à 400 000 enrôlés. Aujourd'hui, avec le PDCDV, nous sommes à 600 000. On a déjà 1 million d'acteurs qui sont enrôlés sur cette plateforme. Donc, ça donne vraiment du volume. Et l'autre élément, ça crée un standard au niveau national. Donc, pour ça, ouais, il faut arriver vraiment aujourd'hui à sortir de la règle qui est commune, mais il faut encadrer cela avec vraiment tous les tests qu'il faut pour le faire. Et ça, il faut vraiment un acte écrit. Ouais. Donc, au-delà d'un circulaire qui passe au ministère, mais il faudrait que ce soit vraiment réglementaire au niveau de chaque pays, ou je dirais au niveau de la Côte d'Ivoire, celui que je connais le mieux. L'autre élément, ça permet également aussi d'avoir un cadre technique d'intégration. Pourquoi je le dis? Vous voyez, si vous avez plusieurs plusieurs sources. Vous avez plusieurs plateformes. Derrière, tous les systèmes d'hébergement sont différents.
Alors que là, on a une seule plateforme, elle permet d'avoir un cadre technique qui est intégré, qui est publié, on sait exactement qui fait quoi. Et le deuxième élément dont parlait peut-être Madame Ndiaye, Madame Kébé, je pense, c'est vraiment le rôle de chaque acteur dans la plateforme. Il faudrait que le ministère de l'économie numérique ait sa part. Qu'est-ce que le ministère de l'économie numérique fait? C'est vrai que la plateforme est une plateforme qui se gère au niveau du ministère de l'Agriculture avec les entrées des différentes données, mais il faudrait que chaque acteur sache exactement ce qu'il fait. L'autre élément, c'est tous ceux avec qui on va travailler de l'autre côté, pas du côté de ceux qui gèrent la base de données, mais de l'autre côté, tels que les producteurs et autres. Il faudrait qu'ils sachent qu'est-ce que la base de données leur apporte. Qu'est-ce que je gagne en retour en me faisant enrôler ou en me faisant tuer. Donc, nous, par exemple, l'exemple que nous on prend au niveau du PDCDV, c'est que en plus de connecter les producteurs avec les différents autres acteurs des chaînes de valeur, que ce soit les commerçants, que ce soit les transformateurs, pour pouvoir avoir de la production, on développe des services à côté. Et aujourd'hui, sur 10 services qu'on a prévus, on est en train de développer, on a développé aujourd'hui 7 services qui marchent et qui sont testés par l'ensemble des acteurs. Ouais, donc, cela permet à l'acteur d'être en confiance. Et derrière, vous savez, on est en train de pousser encore, ou je dirais, d'éprouver cette plateforme en ajoutant des transactions monétaires qui se font sur la plateforme. Et par derrière, il faut quand même sécuriser aussi les biens qui seront transférés de part et d'autre de la plateforme. Donc, on est en train de développer une carte même numérique, mais avec laquelle on peut faire des transactions monétaires et autres sur la plateforme. Donc, tout ça doit permettre de rassurer l'acteur, mais en même temps aussi, il faudrait que les rôles des uns et des autres soient vraiment partagés. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Merci. Oui, merci beaucoup, Maman. Vous avez parlé de l'uniformisation ou la centralisation de la digitalisation. Et j'ai tellement apprécié la constitution de la proposition des valeurs pour les utilisateurs, que ce soit les agriculteurs ou tout autre acteur qui doit se connecter sur la plateforme. Mais je sais que cela est un défi pour tous les acteurs de l'écosystème et je suis curieux de savoir l'avis de Christian sur ce point-là, parce que j'aimerais savoir, Christian, selon vous, comment un bailleur, comme par exemple la GIZ, peut structurer ses financements pour que les programmes qui réutilisent les différents blocs ou les différentes solutions qui existent appliquent des standards d'interopérabilité et contribuent à des actifs numériques qui sont communs, ou plutôt que de financer une nouvelle plateforme ou une action isolée en îlot. Alors, merci pour la question posée. Comment la GIZ, en tant qu'agence de mise en œuvre, peut structurer les financements? Il faut déjà le dire, le financement doit évoluer. De nos jours, la manière de mettre en œuvre le financement doit être différente avec l'essor des nouvelles technologies. Alors, comment cela se fait ou comment cela doit se faire? Il ne s'agit plus uniquement de financer les plateformes, les applications. De venir avec un projet, voilà une application, voilà une plateforme, voilà une solution digitale qu'il faut mettre en œuvre. Non. Il faudrait investir sur des standards communs. Ça veut dire, comment l'agritech peut structurer ces données et peut pouvoir les héberger via, par exemple, une structure privée pérenne ou l'État ou une structure institutionnelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avoir, par exemple, des API ouverts à toutes les startups ou toutes les structures ou tous les acteurs de l'écosystème faisant peut-être dans l'agritech, etc. Autre chose, c'est partager des référentiels. Parce que de nos jours, dans le cadre de notre projet, du projet DigiGreen Agri, qui est du programme Develop, qui est beaucoup plus axé sur le partenariat public-privé, sur l'initiative Invest for Job, l'idée, c'est de partager ce qu'on fait à travers des référentiels qui se sont développés. Ça veut dire, nous avons une manière, par exemple, de coacher les startups à développer des solutions adaptées à l'agriculture.
Ce processus de développement des solutions orientées productivité, orientées production, orientées réduction des pestes post-récolte, etc., est documenté, est référencé et est partagé, par exemple, dans les universités et partagé dans les ONG pour que d'autres projets ou d'autres bailleurs de fonds viennent continuer ce financement pour éviter de financer des applications simples. Mais aussi, c'est de financer des mécanismes d'identité numérique. Mécanisme, pas une identité visuelle numérique pour une application. C'est un mécanisme. On apprend, on prend des... Monsieur Christian, je suis le seul à l'avoir perdu ou c'est pour tout le monde? Non, j'ai l'impression qu'on l'a perdu aussi. Attends. euh, Oui, alors le temps que Monsieur Christian revienne, ce qui est vrai, nous sommes en train de parler, discuter comment développer des infrastructures publiques numériques réutilisables et interopérables au service de l'agriculture. Alors, oui, nous avons déjà partagé des politiques, des normes, et Christian était en train de partager comment une structure comme un bailleur, comme la GIZ, peut structurer ses financements pour que les programmes qui réutilisent les solutions qui existent déjà appliquent des standards d'interopérabilité. Et peut-être le temps, Il est de retour, il est de retour. Pardon. Christian, vous êtes là? Christian, vous nous entendez? Ah, pardon, j'ai cru qu'il était de retour. Alors, voilà, c'est les aléas du direct. Donc, nous allons continuer. Peut-être, Rebecca, vous me ferez signe quand il sera de retour. Mais le temps qu'il revienne, peut-être je vais prendre Madame Day. Aujourd'hui, comment est-ce que les éléments partagés par Maman et c'est introduit par Christian, aujourd'hui, comment est-ce que ces principes sont traduits dans l'accompagnement des startups, la sélection des solutions et leur mise en relation avec les coopératives, les entreprises ou les institutions publiques et les infrastructures existantes? Oui, je vais un peu challenger ce qu'ils ont dit, peut-être parce que je suis secteur privé. Je pense qu'il faut Exact. partager euh, la couche donnée et interopérabilité dont tous les acteurs ont besoin et que l'État peut prendre le relais pour appuyer cette interopérabilité de la donnée jusqu'à un certain niveau. Parce qu'après, la startup a une couche service à apporter. Et chaque startup, il y a ces éléments de différenciation, cette proposition de valeur qu'apporte chaque startup à travers sa solution pour avoir une plus-value sur les chaînes de valeur agricole. Donc, je pense que la réflexion devrait être comment on arrive à ce que la donnée soit interopérable et maintenant comment la plus-value de chaque startup pourra être mise en exergue pour arriver à ce qu'il n'y ait pas trop d'entrechoc entre les différents services ni de duplicabilité, mais que chacun puisse mettre à l'échelle et proposer le meilleur service en tant que service privé aux producteurs, mais aussi aux autres acteurs de la chaîne de valeur. C'est bon, c'est mon avis, mais pour moi, l'État devrait pas proposer de services. L'État doit faciliter l'environnement pour que les services proposés par les startups et le secteur privé puissent aller de l'avant et puissent passer à l'échelle. Parce qu'il y a la problématique de la durabilité. C'est vrai que les bailleurs arrivent et pensent qu'en logeant au niveau des ministères, les solutions, cela va être durable. Mais s'il n'y a pas un prochain financement qui prend le relais, il y a de fortes chances que le projet ou le programme ou la solution s'arrête parce que nous avons encore des challenges côté budgétaire pour couvrir tout ce que nécessite ce type de service-là. Donc, pour moi, c'est pousser vraiment la facilitation autour de la couche donnée que l'État peut rendre interopérable et gérer, mais la couche service startup
Chaque start-up va venir et apporter une proposition de valeur à différents acteurs qui sont ses clients et qu'il va gagner un intérêt à proposer le meilleur service pour que le producteur s'engage, pour que les autres acteurs s'engagent et qu'il y ait une interconnexion entre les différents acteurs. Maintenant, quel type de données a besoin l'État pour monitorer et améliorer cette gouvernance autour de la donnée, cette gouvernance autour des services proposés? C'est mon opinion. Pour J'apprécie. Oui, allez-y, allez-y, madame. Désolé de vous avoir D'accord, interrompu. non, Allez-y. c'est juste pour rajouter. Pour nous, c'est tout à fait nécessaire d'avoir un seul identifiant numérique pour les producteurs et qu'on comprenne chaque acteur, même pas juste au niveau des producteurs, mais chaque acteur qui intervient dans la chaîne de valeur devrait avoir une donnée unique, identifiable et gouvernée par l'État. Mais derrière, nos producteurs sont la base et nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce référentiel autour des langues locales, qu'on arrive à ce que les langues locales parlées par nos producteurs, mieux comprises, chaque service proposé puisse être accessible à ce producteur, qu'il puisse participer avec un système de feedback inclusif et qu'il puisse donner son opinion et derrière que le service puisse être amélioré par les acteurs pour que ça soit destiné. Et du coup, ça revient aussi à une gestion de consentement que l'État aussi doit amener pour qu'on ait un consentement standardisé pour utiliser ces données-là en tant que service privé, bien sûr. Et je pense la dernière couche, c'est les couches de communication vocale. Qu'est-ce qu'on en apprend et comment l'IA peut venir appuyer cela pour qu'on puisse avoir des systèmes de recommandation qui améliorent les services proposés par les startups. Voilà. Merci, Madame Day. Et je trouve que la conversation commence quand même à être extrêmement intéressante. Vu l'orientation, oui, je comprends les conflits d'intérêts quand c'est les services publics qui doit, par exemple, gérer la plateforme pour éviter les conflits d'intérêts en termes de gouvernance, pour éviter d'être en même temps juge et partie. Et j'apprécie aussi l'élément que vous avez introduit, celui de l'identité numérique unique ou digitale pour les agriculteurs, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont encore de problèmes liés à l'identité. Et je vais me tourner vers Dr Kader. Avec vous, je vais faire bouchée double. Je prends d'abord aujourd'hui, oui, nous avons discuté sur l'utilisation d'une plateforme unique, mais aujourd'hui, quels sont les standards, les mécanismes, que ce soit des mécanismes de protection, les approches marketplace ou les cadres de gouvernance des données qui sont nécessaires aujourd'hui pour soutenir des écosystèmes d'agriculture numérique qui sont interopérables. Et peut-être vous pouvez appuyer votre réponse sur les cas spécifiques de la Casagri, mais aussi en même temps, après cette question, nous dire aujourd'hui quels seraient les mécanismes d'incitation qui encourageraient les secteurs privés à construire des services à partir des infrastructures numériques partagées qui existent aussi, tout en préservant d'abord, premièrement, un système, un modèle économique qui est viable, et puis, que montre l'expérience de la quasi-agri sur les conditions nécessaires pour créer de la valeur pour les agriculteurs et les entreprises agricoles. Docteur Kader. Merci beaucoup, Rocky. C'est vraiment d'excellentes questions. J'aimerais commencer par dire souvent cette citation que j'aime bien. L'interopérabilité des acteurs est un préalable à l'interopérabilité des plateformes d'innovation. Et si les acteurs sont réellement engagés, les plateformes seront des réussites dans la transformation numérique centrée sur les citoyens. Autrement, il faut déjà promouvoir l'environnement inclusif et participatif, aller vers une co-construction by design et promouvoir surtout le digital factoring. Alors, pour soutenir des systèmes déjà interopérables, il faut réunir 4 briques. La première, c'est des modèles de données communs, c'est-à-dire faire en sorte qu'on standardise toutes les données possibles. Et c'est ça qu'on a eu à faire en premier lieu avec la Casagri, en se basant sur des modèles comme des Star Data Models, des modèles intelligents, NGIS, LD, les gens parlent de JSON, etc. Il faut donc un broker des API ouvertes aussi pour ça.
pour la circulation des données, un cadre juridique, je pense qu'on a parlé de consentement, etc., mais ce cadre juridique aussi de partage des données, c'est très important. Des accords de type de data sharing agreement, c'est-à-dire de mettre en place des sandbox réglementaires pour promouvoir et accompagner ces innovations-là. Qui a accès à quoi, sous quelles conditions on aura accès à cette plateforme-là, afin de promouvoir et de créer cette dynamique de confiance sur le partage. Parce que nous tous, nous savons que dans notre écosystème, les données, les plateformes, les acteurs sont sous forme de silos, malheureusement, et il y a un besoin de pouvoir les connecter en ayant vers cette promotion-là de confiance. Il y a aussi enfin ce qu'on appelle une gouvernance à plusieurs organes, c'est-à-dire qui abrite les règles du jeu dans la durée plutôt qu'un acteur unique qui les impose. C'est exactement ce que nous avons construit avec la Casagri. C'est un espace de données souverain, interopérable et sécurisé pour le secteur agricole ivoirien, hébergé et développé par l'écosystème ivoirien, localement via l'ANSTAT, avec des garants réglementaires tels que ARTC et ANSUT, qui assurent la conformité sans jamais être des concurrents des acteurs de marché. Donc, la gouvernance se repose sur 4 organes: un conseil d'orientation et de pilotage, une cellule de coordination des commissions techniques pour l'éthique et les standards, et une assemblée des membres qui portent la voix de l'écosystème. Donc, tout cela est encadré par une charte adoptée à l'unanimité. Quand je dis à l'unanimité, c'est avec plusieurs acteurs, avec 6 conditions non négociables. Le mécanisme d'incitation centrale, c'est aussi le modèle de redevance sur l'usage. C'est-à-dire celui qui partage une donnée, qui partage un service, perçoit aussi une part de la valeur créée, pour parler un peu du business model qu'il faut aussi incarner par ceux qui l'utilisent. Donc, on passe d'une logique de qu'est-ce que je risque à qu'est-ce que je reçois. On y ajoute une clause anti-prédation, c'est-à-dire qui protège l'avantage compétitif de celui qui partage. Donc, un acteur privé sait qu'un plus gros joueur ne pourra pas simplement absorber sa donnée sans contrepartie. Ce que l'expérience aussi de la Casagri montre, c'est que la valeur ne se décrète pas. Elle se construit par la démonstration. Donc, notre séquence, l'écosystème d'abord, l'État en soutien et validation ensuite, à protéger la légitimité bottom-up du dispositif. Et notre Tech Deep Dive, on a fait des activités Deep Dive où des institutions ont elles-mêmes publié des données réelles et vu les garanties pour faire fonctionner ces données-là et convertir aussi la confiance théorique en engagement concret. Maintenant, qu'en est-il des conditions opérationnelles pour une adoption réelle? Pour une adoption, pour que des solutions, disons, numériques soient réellement adoptées par les agriculteurs comme par les acteurs du marché, il faut réunir 5 conditions et surtout comprendre qu'elles sont interdépendantes. Aucune ne suffit seule. La première, c'est la confiance. Donc, elle ne se construit pas par la déclaration, mais par la démonstration. Comment? Chez nous, avec la Casagri, cela veut dire un hébergement souverain. Les données, les plateformes, les services, tout est hébergé au niveau de la Côte d'Ivoire. Un accès différencié selon les rôles, montrer les rôles et les responsabilités de chacun, bien définis, une clause anti-prédation et une traçabilité complète des usages. Donc, voir un pilote fonctionner concrètement, une institution qui a elle-même publié une donnée et constater que les garanties tiennent, engage tout autre qu'un exposé théorique. La deuxième, c'est l'accessibilité. Après la confiance, il faut promouvoir l'accessibilité. C'est-à-dire que les outils doivent être simples et connectés aux besoins réels du terrain. Par exemple, un des cas d'usage que nous testons est un outil mobile de reconnaissance visuelle pour certifier la qualité des intrants directement au niveau des coopératives. Donc, pas besoin d'infrastructures lourdes côté producteur. La troisième, c'est l'accompagnement. Parce qu'une fois qu'une nouvelle technologie est là, il faut savoir bien accompagner.
Nous, depuis juin 2025 aussi, nous avons mené plusieurs ateliers, bootcamp, etc., de co-construction avec l'écosystème et mise en place des systèmes, des équipes de bac à sable, de sandbox, qui testent les outils en conditions réelles avec le passage à l'échelle. Cela permet quoi? Aussi d'identifier les frictions techniques, réglementaires, opérationnelles et de les corriger avant qu'elles ne deviennent des freins à l'adoption. Et la quatrième aussi, qui est aussi importante, c'est la valeur perçue. C'est-à-dire chaque type d'acteur doit voir concrètement ce qu'il gagne. Le producteur obtient des prévisions météo fiables, des prix de marché transparents, un accès facilité de crédit et une part de la valeur créée par ces données. L'agritech obtient des données réelles pour fiabiliser ses modèles et un marché pour ses services. L'institution des données obtient aussi une vue consolidée et fiable du secteur pour décider. Et tout dernièrement, tout cela se résume par un modèle économique qui est viable. Dans notre cas, la redevance sur l'usage qui transforme la Casagri d'un simple outil de collecte de données en un véritable mécanisme de redistribution de valeur. Ce que notre expérience donc montre, c'est qu'il faut construire ces 5 conditions ensemble dès le départ, plutôt que d'espérer les ajouter après coup. Donc, c'est cette approche qui nous a permis de passer à un peu plus d'un an d'une promesse à un pilote qui tourne réellement entre les mains de ses propres acteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kader. Oui, d'avoir été aussi compréhensif. Oui, vous avez parlé des 4 briques, parmi lesquelles les API ouverts, les cadres juridiques et la gouvernance. Et là, je me tourne rapidement vers Madame Day. Aujourd'hui, parmi les briques communes partagées par Dr Kader, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres briques qui sont importantes pour proposer des services inclusifs jusqu'au dernier kilomètre? Parce qu'ici, nous savons que nous parlons de l'agriculteur. Jusqu'où est-ce qu'on peut laisser de l'espace à l'innovation privée pour que les entreprises puissent aussi différencier leurs offres et avoir un écosystème aussi diversifié? Oui, pour nous, en tout cas, moi, je peux partager dans notre expérience. Cet espace d'innovation privée doit être centré, je pense, dès que la question de la donnée est réglée, sur ce qui différencie vraiment chaque offre pour chaque startup. La qualité du contenu, pour nous, c'est très important que le contenu du conseil agricole soit personnalisé au niveau du producteur. Il faut savoir que nous touchons en moyenne 17 000 à 20 000 producteurs par an directement dans les 5 langues locales au niveau de tout le pays au Sénégal. Et chaque producteur et son besoin est pris en compte. C'est donc remarquer le volume de travail que cela nécessite pour personnaliser et apporter un élément de différenciation. C'est important pour nous. C'est important aussi que le modèle économique retenu et l'expérience utilisateur de chaque acteur de la chaîne de valeur soient pris en compte et les services à valeur ajoutée, que ça soit au niveau du canal pour moi. Mais actuellement, je pense avec notre nouvelle plateforme, nous sommes allés beaucoup plus loin. C'est en fait amener cet élément de traçabilité, d'amélioration du contenu du conseil, mais aussi d'utilisation de la donnée dans la mise en relation pour l'accès au marché, mais aussi l'utilisation de la donnée dans l'amélioration de la production et de la productivité. Donc, la donnée va devenir centrale. Et je pense que Monsieur Kader a pris en compte l'ensemble de ces aspects. Il reste juste pour nous cet aspect de NLP en IA, c'est-à-dire que les langues locales actuellement ne sont pas assez prises en compte dans les solutions et nous taclons vraiment spécifiquement cette niche-là pour que chaque conseil, chaque donnée soit traduit dans la langue de chaque producteur ici au Sénégal et on espère dans toute l'Afrique de l'Ouest dans peu de temps, en utilisant l'IA et en automatisant l'information au niveau du champ du producteur. Donc, il y a une vue générale de nos gouvernants, des bailleurs, mais il y a aussi le service spécifique que reçoit chaque producteur au niveau même de son champ
dans sa langue et par rapport à ses besoins. Et ça, il y a encore un gros travail. Et si on prend les différentes chaînes de valeur prioritaires au niveau du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, je pense que chaque start-up a encore du travail pour qu'on arrive à des offres de services avec une réelle plus-value pour les producteurs. Merci beaucoup, Madame Day. Oui, euh, la prise en compte de niveau d'alphabétisation aussi des agriculteurs en, en diffusant, sensibilisant un contenu en langue locale. Et je suis totalement aligné avec vous. Moi-même, je suis même étonné de voir, je ne me rendais pas compte comment est-ce que le temps était en train d'avancer parce que je me disais, voilà, il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels on doit discuter, mais je me dis que oui, même 3 heures ne seront pas suffisantes pour qu'on puisse finaliser la discussion autour de la technologie dans l'agriculture, mais je m'en vais rapidement comme on commence déjà à atterrir parce que nous avons déjà reçu un nombre de questions et, chers participants, on vous promet que nous allons faire le mieux pour donner des réponses rapidement dans la séance des questions-réponses qui arrive. Mais peut-être je vais prendre, si nous devons parler de passer vraiment de l'expérimentation à ce passage-là à l'échelle de façon pragmatique, je vais peut-être donner 1 minute à chaque panéliste pour pouvoir donner son avis sur cet aspect-là. Et je vais commencer rapidement avec Christian. Aujourd'hui, quel est l'ensemble je dirais, d'éléments de financement qu'il faut mettre en œuvre pour accompagner une solution depuis son incubation jusqu'à l'adoption à grande échelle? Et aujourd'hui, un acteur ou un bailleur ou un acteur, une agence de développement, à quel moment est-ce qu'il doit se retirer? À quel moment il doit cofinancer? À quel moment il doit mobiliser des investisseurs ou transférer plutôt la responsabilité aux institutions nationales afin d'éviter que la solution ne s'arrête juste à l'optique là de projet et que ça soit beaucoup plus une solution durable. Merci, Merci. merci pour la question. Il faut déjà dire que un acteur de la chaîne, soit un producteur, un consommateur ou un exportateur dans le secteur agricole, ne peut pas être financé de la même manière tout au long de sa croissance. Ça, il faut le dire. Euh, Chaque financement est spécifique au niveau de maturité. Il faut commencer peut-être par un financement qu'on appelle un peu une subvention d'innovation. Il y a une idée qui naît, il y a des concepts qui sont mis en place, il faut financer cela pour que ça puisse avoir de la valeur. Il y a une deuxième phase qu'il faut peut-être aller jusqu'à l'incubation. Ça veut dire former, amener à poser les premières preuves de concept sur ce que la personne veut faire. Si c'est une base de données, c'est une marketplace, une plateforme, je ne sais pas quoi, un référentiel informatique, etc. Il faut arriver à ça et puis passer à l'accélération. Et à côté de cela, il faut mettre en veille, je peux dire quoi, un tour d'assistance technique. Parce que c'est ce qu'il faut le plus. La majorité de l'acteurs demandent l'argent liquide. Mais nous avons constaté avec le temps que donner l'argent liquide, financer, parfois crée plus de problèmes qu'on en résout. Donc, peut-être mettre l'assistance technique et inviter ou appeler les fonds d'investissement ou un investissement privé, là, à prendre le relais. Quand le concept est mis en place, l'incubation est faite, l'assistance technique est donnée et l'acteur connaît comment faire pour y arriver et un investissement commun. À côté de cela, il faut dire de manière claire et factuelle que comment on peut arriver, quel est le rôle du bailleur dans le processus. Comme je le disais tantôt, le rôle du bailleur doit être évolutif. Le rôle du bailleur doit évoluer progressivement. Au début, c'est réduire les risques. Le premier rôle du bailleur au début, c'est de réduire les risques. Ensuite, c'est de mobiliser les investisseurs. Ça veut dire, j'arrive, si l'investisseur veut un fonds complémentaire de l'acteur, c'est de mettre un peu de fonds pour que l'investisseur vienne. Et enfin, c'est de transférer la gouvernance aux institutions nationales. Quand je dis transférer la gouvernance, c'est comme Madame le disait tout à l'heure, c'est pas de laisser la gestion, mais l'État ou l'institution publique doit être le garant de l'environnement propice à l'émergence, ou doit être le garant de, je peux dire comment, de l'ancrage
de ce que nous voulons faire. Parce que les éléments qu'il faut toujours garder en place, c'est que l'entreprise doit apporter l'innovation, l'agilité, la capacité d'investissement. Ça, c'est quelque chose qui est très essentiel à ce que nous voulons faire. Mais à côté de ça, il faut dire de manière claire que les infrastructures publiques numériques doivent être considérées comme un bien commun permettant à tous les acteurs d'innover. Je vais m'arrêter là et peut-être venir après. Et merci. Merci beaucoup, cher Christian. Oui, le temps commence à nous presser. Et maman, je ne vous ai pas oublié, hein. Alors, je vais comprendre rapidement. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, surtout quand on s'attaque au pouvoir public. Mais aujourd'hui, quelles seraient les prochaines étapes? Vous avez parlé des e-agri, mais aussi aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes prioritaires pour passer d'une feuille de route ou d'un diagnostic simple à une mise en œuvre concrète. Vous avez parlé des modules qui sont déjà déployés, mais voilà, nous les acteurs, nous sommes un peu curieux de savoir quelles sont les prochaines étapes et comment est-ce que vous allez fédérer tous les acteurs. C'est ça. Non, merci beaucoup pour la question. Mais je voudrais d'abord, avec votre permission, rassurer quand même nos collègues du privé. Nous ne posons pas une plateforme unique aux acteurs. C'est pas ce que nous faisons. Mais nous imposons un socle unique au projet public. Ça, peut-être, il faut le retenir. Ce qui doit être commun, je sais que Mme Kébé est revenue là-dessus, ce qui doit être commun, c'est l'identité des acteurs, les référentiels, les règles de base. Par contre, tout ce qui est la couche des services, c'est vraiment la porte, je veux dire, la porte d'entrée du secteur privé, tel que le conseil logistique, l'assurance, les mises en relation. Ça, c'est vraiment les activités du privé. Donc, je voulais vraiment faire cette mise au point d'abord pour ne pas que nos acteurs du privé pensent qu'on est en train de leur imposer une plateforme. Chacun va, comme je dis, il faut absolument, peut-être dans les 18 prochains mois, je vais aller très vite là-dessus, vous avez dit 1 minute, mais sinon, c'est beaucoup de choses à développer pour que ce soit compréhensible. Il faut désigner un maître d'ouvrage permanent. Ça c'est le premier truc qu'il faut faire rapidement. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a pris l'exemple de la plateforme qu'on a. Le deuxième, c'est de chiffrer et de publier le coût annuel de l'exploitation du socle. Ça aussi, il faut le faire assez rapidement dans les 3 prochains mois qui arrivent. Et ensuite, il faut peut-être adopter une clé de répartition entre projet utilisateur et l'inscrire dans les documents d'évaluation. Parce que si chaque projet doit contribuer à l'alimentation d'une plateforme, il faudrait que déjà dès l'évaluation, dès les documents d'évaluation, ce soit inscrit et qu'il y ait une clé de répartition assez claire pour que on ne puisse pas répéter les mêmes choses avec différents projets. Ensuite, il faut peut-être pour je sais que pour tous les États, c'est un peu le budget État, il faut inscrire la charge vraiment de la maintenance du truc au budget de l'État, de telle sorte que ce soit pris en compte et ce soit considéré par les différents canaux de financement. Et enfin, peut-être pour terminer rapidement là-dessus, il faut vraiment publier le cadre technique d'intégration. Et ça, c'est vraiment ouvrir des interfaces aux acteurs privés. Donc, une fois encore pour me rejoindre, nous ne fermons pas la porte au privé. Il faut qu'ils aient ces canaux-là. Nous, par exemple, si vous le permettez, prendre un exemple, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs qui travaillent sur les produits phytosanitaires, on a une porte qui est ouverte sur e-agri où ils ont la possibilité de faire des sensibilisations, de présenter des produits, de faire des trucs. Donc, vous voyez que ça rentre dedans. Et aussi, on a la recherche à côté qui vient, qui nous donne des petits modules sous forme vidéo assez rapidement. Donc, tous les acteurs ont leur compte. Et peut-être le dernier élément, c'est vraiment Les derniers. donc voilà, le tout dernier, je vous promets, c'est de lancer des services qui soient facturables et qui soient mesurables, avec un revenu vraiment réel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, oui, je vais faire le même exercice avec M. Kader. Juste en 1 minute, j'essaie peut-être d'autres éléments pouvaient aussi rebondir dessus quand on serait en train de répondre aux questions. Mais aujourd'hui, quelles seraient les conditions opérationnelles qui doivent être réunies pour que les solutions vraiment soient réellement adoptées par les utilisateurs, ou qui sont les agriculteurs et les acteurs du marché? En 1 minute, et nous allons clôturer cette partie. Wow. D'accord.
Je pense que je suis revenu sur ça, sur les conditions opérationnelles un peu parce que si on regarde aussi ce qu'il faut comprendre dans les conditions opérationnelles, je l'avais évoqué, c'est qu'il faut déjà garantir la confiance entre les acteurs, faire en sorte que vraiment qu'il y a une confiance sur le produit, on a la traçabilité, on sait exactement d'où vient par exemple le produit, d'où vient les services et qu'est-ce que le service pourrait apporter en termes de valeur, pour parler un peu de valeur perçue, voir aussi par rapport à mettre en place cette accessibilité-là, montrer que vraiment c'est un service qui permettra d'avoir non seulement accès à des prérequis. Par exemple, je suis dans un marché, je veux avoir accès au marché pour avoir les prix, etc., pour savoir qu'est-ce derrière, comment je peux très rapidement acheter en ligne, etc. Ça, par exemple, c'est un exemple d'accessibilité. Il y a aussi le modèle économique viable, c'est-à-dire en utilisant ce service, en utilisant la plateforme ou bien en utilisant les données, voici ce qu'à quoi cette plateforme ou bien ce service-là me permettrait de pouvoir bénéficier en tant qu'utilisateur pour créer encore mon business et rendre ce business-là durable. Et quand on rend tous et quand on met en place toutes ces briques-là pour permettre de pouvoir vraiment avoir accès à cela, et là, je pense que l'utilisateur sera même convaincu de pouvoir tout le temps l'utiliser, faire en sorte vraiment de pouvoir gérer ces aspects-là pour créer sa valeur économique et socio-économique même. Merci beaucoup. Merci, docteur Kader. Madame D, je ne vous ai pas oublié. Juste pour clôturer aussi, sur le plan technique et opérationnel, quels seraient les premiers chantiers? C'est que vrai, on a déjà discuté de plusieurs aspects, mais je voulais quand même votre dernier mot dessus. Quels sont les premiers chantiers à lancer dans les 12-18 mois prochains pour rendre ces systèmes plus interopérables et réutilisables, tels que partagés par Kader, partagés par Mamani? Bon, je pense que c'est ce qu'ils ont déjà dit. Il faut déjà qu'on arrive à s'accorder sur quelles données, quelles données doit-on standardiser au niveau de quel acteur. Pour chaque acteur, quelles sont les données dont nous avons besoin? Quels sont les besoins du producteur? Parce que tout part de là. Et ces besoins-là, comment nous pouvons cartographier les différents acteurs et les différents bailleurs qui interviennent au niveau de la résolution de ces besoins-là et comment chaque acteur du service privé comme du service public peut apporter sa brique pour qu'on arrive à cela. Pour moi, c'est ça la deuxième chose. Et aussi, s'accorder sur la gestion réglementaire de ce cadre. Comment cette innovation, de façon légale, au niveau de la réglementation, au niveau de la gouvernance, comment nous pouvons mettre les acteurs autour d'un projet commun avec une vision commune où chacun voit la valeur ajoutée qu'il peut apporter et la valeur qu'il peut gagner autour de cet écosystème. Je pense que si nous arrivons durant ces 12 à 18 mois à mettre en place ces briques-là, le reste peut être vraiment une plus-value qu'apporte le secteur privé. J'insiste encore sur ça. Et je pense, Monsieur Ouattara l'a dit, apporter aussi la recherche et leur plus-value pour qu'on ait un écosystème unifié pour une agriculture plus durable. Merci beaucoup, Madame Day, et merci beaucoup à tous les co-panélistes parce que nous avons eu une discussion très intéressante. Et comme je le disais, oui, 45 minutes ne sont pas suffisantes pour qu'on puisse détailler tous les aspects liés à la technologie et à l'agriculture. Mais voilà, je suis sûr qu'on va continuer cette conversation même en off. Et nous avons aussi une série de questions qui nous sont déjà envoyées par les différents participants. Et donc, je propose qu'on puisse rapidement passer à la séance de questions-réponses. Et rapidement, pour commencer, je vais commencer avec vous, Kader. La première question ici qui est posée, il dit, avec la fluctuation des prix dans les marchés,
Comment peut-on réussir une vente numérique efficace, sachant que chaque producteur fixe les prix de vente de son produit selon ses réalités, que ce soit le coût de production ou le pouvoir d'achat du consommateur final? Vous savez, la fluctuation des prix n'est pas un obstacle à la vente numérique. Donc, c'est une caractéristique normale des marchés agricoles. L'objectif d'une plateforme numérique n'est pas d'imposer un prix unique, mais de créer les conditions d'une transaction plus transparente et plus efficace. Dans notre approche, le producteur respecte le prix plafond. Donc, peut-être il ne fixe pas en fonction de ses coûts de production ou bien de la qualité de son produit ou bien de la période de commercialisation, mais on tient compte de tous ces aspects-là. Donc, mais ce qu'il faut savoir en revanche, c'est que la plateforme apporte trois éléments essentiels. Je commencerai par la transparence de l'information, c'est-à-dire en donnant accès aux prix pratiqués sur différents marchés, aux tendances de la demande et au volume de disponibilité, elle réduit l'asymétrie d'information qui pénalise souvent les producteurs. Deuxièmement, c'est la mise en relation entre l'offre et la demande, parce que la plateforme facilite la rencontre directe. Quand je dis direct, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intermédiaires, par exemple des courtiers qui sont en train de créer cette fluctuation au niveau numérique, puisque la transparence de l'information est assurée. Donc, entre vendeurs et acheteurs, cela va permettre à chacun d'identifier plus rapidement des opportunités correspondant à son niveau de prix et à ses exigences de qualité. Par exemple, avec la Casacri, nous avons développé un cas d'usage qui permet de pouvoir géolocaliser les prix de chaque produit et comprendre dans chaque produit quel est le prix actuel et comment ces prix évoluent selon les prix des marchés définis par le gouvernement. Et troisièmement, la confiance dans la transaction. Parce que là aussi, grâce à la traçabilité des produits, à la certification de leur qualité et à la réputation des acteurs, parce que tous ces éléments-là sont recensés à travers cela, les acheteurs donc sont davantage disposés à payer un prix qui reflète réellement sur la qualité du produit plutôt qu'un prix fondé uniquement sur la négociation. Donc, en définitive, une vente numérique efficace ne signifie pas que tous les producteurs peut-être vendent au même prix. Oui, il y a toujours des prix plafonds, mais il signifie que chaque producteur peut vendre au juste prix de son produit avec une meilleure information, un accès élargi et aux acheteurs et des coûts de transaction réduits. Donc, le numérique améliore le fonctionnement du marché et ne remplace pas les mécanismes du marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Kader. Alors, oui, la deuxième question posée dit comment financer durablement la maintenance, le support aux utilisateurs et l'évolution de la solution une fois le financement initial terminé. Je vais me tourner vers M. Christian pour apporter des éléments de réponse à cette question. Monsieur Christian, juste avant que vous ne puissiez répondre, je voulais juste informer à tous les participants que vous avez vu sur votre écran un sondage rapide. Ça prend 10 secondes, 30 maximum. Je vous prie de le compléter pour qu'on puisse savoir votre satisfaction de ce webinaire. Merci beaucoup. Monsieur Christian, vous avez la parole. Merci beaucoup. Comment financer durablement une fois que les financements extérieurs prennent fin ou les projets prennent fin? Ça, il faut déjà dire, dans le cadre de plusieurs financements, ou plusieurs bailleurs, ou plusieurs agences de financement, il y a ce que nous appelons les phases d'ancrage, la capitalisation, les questions de durabilité, les études de durabilité ou de continuité de financement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès que les premiers financements sont mis en place, les questions de continuité commencent à se poser, les questions d'ancrage, les questions de next step doivent commencer à se poser. Ça veut dire on ne saurait commencer un financement sans penser à ce qui devrait être après. Je prends le cas de nos projets. Le projet du Green Agri, du programme Develop,
nous avons ce que nous appelons les fonds d'amorçage que nous donnons aux startups, 500 000 euros que nous donnons aux startups à raison de 25 000 euros par ticket. Avant même de commencer ce financement, nous sommes en train de chercher d'autres bailleurs, d'autres financeurs, les banques, les SFD, qui sont prêts, une fois qu'une personne a reçu, qu'une startup a reçu ce financement, serait prêt à continuer après dans l'infrastructure ou dans la mise en place de ce que nous avons commencé avec cet acteur-là. Donc, pour dire, ça doit être pensé dès le début. Si c'est un problème qui se pose à la fin, je ne veux pas dire que nous devons remettre en question le modèle économique que nous avons mis lors du financement. Donc, c'est un questionnement qui se pose au début, quand nous avons les premiers financements, de regarder la fin et de préparer la fin. Pour qu'on n'ait pas ce genre de questionnement à la fin du financement pour dire comment faire pour la maintenance, pour ceci, pour cela, etc. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Christian. Je prends la prochaine question. On dit aujourd'hui comment assurer la continuité des infrastructures lorsque le projet ou les financements extérieurs prennent fin. Je voulais juste m'assurer, est-ce que Maman, vous pouvez prendre cette question aussi, juste pour comprendre comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette question. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. C'est une très, très belle question et je voulais vraiment remercier l'internaute qui l'a posée. L'idée, c'est ce qu'on disait. Il y a quand même l'élément de base, c'est que il faudrait que, comme on le disait Christian à la fin de son propos, il faudrait que dès le démarrage de la plateforme, on sache déjà quels sont les leviers sur lesquels il faut de la pérennité et comment assurer cette pérennité-là après que le financement extérieur soit parti. Donc, pour nous, le premier élément, c'est l'ancrage institutionnel. Il faut que d'abord on ait un ancrage institutionnel et il faut que l'État se positionne en tant que gestionnaire de cette plateforme. Il ne faudrait pas que ce soit seulement une idée de projet qui soit donnée, mais il faudrait que, en plus de l'idée de projet, l'État voit le bien fondé de tout ce qu'il est en train de faire pour son infrastructure. Donc, ça permet de régler ce problème d'ancrage institutionnel, il faut le voir. Et puis, il faut trouver en plus le budget qui y va avec. On peut trouver l'ancrage institutionnel. Par exemple, je prends le cas de notre plateforme agréée actuellement au ministère de l'Agriculture. Mais après, c'est qui précisément qui gère la plateforme? Parce qu'il ne faut pas dire c'est simplement au niveau du ministère de l'Agriculture et puis c'était, mais qui du ministère de l'Agriculture le gère? Et quelle est la plateforme? Quel est l'accompagnement qu'on fait à cette structure spécifiquement pour la plateforme? Donc, c'est ces deux éléments, pour moi, qui permettront d'assurer la pérennité après que les financements soient totalement épuisés. Merci beaucoup, Maman. Alors, je vais prendre, nous allons prendre la dernière question et c'est plutôt un commentaire où je vais inviter Madame Day à apporter sa contribution dessus. Et ce commentaire qui nous vient de Global Agro Consulting, SARL, qui dit, je pense que l'acteur externe de la chaîne de valeur, qui est la banque, est celui qui crée le plus gros problème dans le financement de la chaîne de valeur. Et il continue en disant, je pense qu'il faut introduire la banque dans les plateformes numériques car il doit être au courant de tout le processus de la chaîne de valeur, du producteur au consommateur. Cela va permettre d'éviter les retards de décaissement d'argent auprès de certains acteurs. Quel est votre commentaire dessus, Madame Day? Effectivement, actuellement, nous savons que dans le monde agricole, seulement 4% ont accès au financement. Donc, cela veut dire que 96% ont encore des soucis pour se faire financer. C'est même le cas pour nous autres, pour aller à la banque, à Critech, et travailler dans ce secteur et décrocher un financement. Il y a encore un problème de risque lié au changement climatique par rapport à ce domaine, de risques liés à la gestion de l'eau, de risques liés à la pluie, aux cultures vivrières. Il y a tout ce risque-là, ainsi qu'aux achats. Et nous avons appris d'un projet qui s'appelait Percé au niveau de Kafrine, sur lequel, où les coopératives, c'était, je pense, 14 coopératives qui travaillaient ensemble et le tout, c'était 38 millions de possibilités de financement. Lorsque nous avons amené tout cet aspect de gestion des risques avec nos partenaires, renforcement de capacité et accès à la donnée des banques,
Ils sont partis de 38 millions à plus de 500 millions pour décrocher des financements au niveau de la production et au niveau de la commercialisation. À chaque étape, les décaissements étaient respectés parce que toute la chaîne de valeur jusqu'à l'achat des récoltes était assurée et la banque pouvait avoir accès à ces données et avait beaucoup plus d'assurance pour pouvoir décaisser parce que c'est que en aval, il y a tous ces aspects de négociation et d'achat. Maintenant, nous, c'est ce qu'on a appris pour amener Flow Agri, où cette interconnexion en termes de données du producteur au fournisseur et à la banque est là, est assurée, et la donnée et le suivi de la production est aussi accessible aux banques. Ce qui reste, c'est cet aspect de sensibilisation, cet aspect de gouvernance pour amener et aussi les bailleurs pour qu'ils viennent nous soutenir pour qu'on arrive à avoir, à apprendre de ce qu'on a fait avec Percé et amener à passer à l'échelle cela au niveau de toute l'Afrique. Mais il a parfaitement raison. Il faut que les banques soient au niveau du processus, qu'on part au moins de 4% à 20% et qu'on voit l'impact de cela. Et au final, on ira, je l'espère, jusqu'à plus de 90% de financement dans ce secteur. Merci beaucoup, Madame Day. Je voulais juste me rassurer. Alors, oui, malheureusement, à cause faute de temps, nous serons appelés à arrêter ce webinaire ici. Donc, chers participants, nous sommes donc arrivés au terme de ce webinaire qui était consacré à analyser et discuter ensemble pour voir comment accélérer les passages à l'échelle de l'agriculture numérique, le rôle des systèmes réutilisables et interopérables. Donc, au nom de Microsoft Consulting, je tiens à adresser vraiment mes sincères remerciements à nos distingués panélistes. Je commence par Dr Christian, Dr Abdulkader, Madame Day, Monsieur Maman, pour la richesse de vos analyses, le partage de vos expériences aussi des terrains et vos recommandations concrètes. Donc, je ne manquerai pas de noter que vos interventions ont démontré que le passage à l'échelle de l'agriculture numérique ne dépend pas uniquement de la technologie, mais également d'une vision commune, d'une gouvernance efficace, de l'interopérabilité des systèmes, d'une collaboration étroite entre les secteurs publics et privés. J'ai gardé la phrase de Dr Kader qui dit que l'interopérabilité des acteurs est un prérequis pour l'interopérabilité de l'écosystème. Et donc, je souhaite également remercier très chaleureusement l'ensemble de tous les participants qui nous ont suivis depuis différents pays, votre présence, votre engagement avec les questions. Je note quand même que vous avez partagé beaucoup de réactions et beaucoup de questions dans les chats qui témoignent de l'intérêt que vous avez sur ces sujets-là stratégiques et pour l'avenir aussi de l'agriculture et de l'inclusion numérique. Donc, nous sommes conscients que faute de temps, nous n'avons malheureusement pas pu répondre à toutes vos questions. Et donc, nous vous prions de bien vouloir nous excuser par rapport à cela et que nous allons nous rassurer que toutes les questions qui n'ont pas été répondues sont enregistrées et que notre équipe, en collaboration avec tous les panélistes, puisse faire tout le nécessaire et préparer des réponses qui vous seront aussi communiquées après le webinaire. Donc, nous espérons que ce webinaire a apporté de nouvelles perspectives aussi, des enseignements pratiques et aussi des échanges, des apprentissages, des échanges d'expériences. Encore une fois de plus, merci à tous nos panélistes, à chacun d'entre vous pour votre participation, ainsi qu'à toutes les équipes qui ont contribué à cette organisation. Et là, je dis un grand merci aussi à Rebecca qui a fourni beaucoup d'efforts derrière pour que ces webinaires soient organisés. Et donc, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons les différents contact des différents panélistes. Donc, n'hésitez pas à visiter les sites de Microsoft Consulting, celui du PDCDV, la Casa Agri, Jocalant, et puis pour aussi les projets Digi Agri et Agri de la GIZ. Et pour clôturer, je donne à Rebecca, si tu as un dernier mot, tu as la parole.
Merci Rocky. En effet, merci à tous. C'était très enrichissant. Je pense que ça a bien lancé la série. Enfin, c'était le premier webinaire, encore une fois, pour une série d'autres. Donc, je vais pas répéter tout ce que Rocky a dit, mais merci beaucoup. Je vous ai laissé le lien sur notre page LinkedIn ainsi que nos emails si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour connaître les autres dates des autres webinaires ou si vous voulez participer aux autres webinaires, voir comment on peut trouver des synergies. Vous retrouverez l'enregistrement de cette première édition dans vos boîtes email à partir de la semaine prochaine, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Voilà, écoutez, merci encore une fois à chacun d'entre vous et j'espère à très bientôt. Au revoir.